Bonjour, nous poursuivons nos vidéos d'analyse de la situation préélectorale en Équateur, puisque le 7 février 2021, donc dans quelques jours maintenant, va avoir lieu des élections présidentielles et législatives en Équateur, donc c'est évidemment très important. Nous avons mis en place d'ailleurs, je le redis, je refais la petite page de pub, une cagnotte, un financement participatif pour que les deux rives puissent être présents à Quito lors de cette élection. Donc, nous remettrons le lien dans les commentaires ou sur l'écran, pour que vous puissiez apporter, faire une contribution en fonction de vos moyens pour que nous puissions être aux côtés du peuple équatorien dans cette page historique qui va se dérouler donc dans les prochaines semaines. Nous sommes en ce moment avec un chercheur en sciences politiques qui est aussi un ami qui vit à Quito. Il s'agit de Mathieu Lequang. Mathieu, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va, en Équateur, au milieu de la pandémie, mais tout va bien. Bon, écoute, prends soin de toi, mets ton masque, et puis bonne année aussi avant tout. Alors justement, tu parles de la pandémie. On a vu des images assez horribles depuis l'Europe sur des cadavres qui étaient brûlés dans les rues de Guayaquil. Je fais référence à ça pour te poser la question, dans quel contexte économique, sanitaire, social se déroule cette élection, cette prochaine élection en Équateur? Oui, bon, évidemment, on est comme dans le monde entier, on est en pleine pandémie. Disons qu'ici en Équateur, il n'y a pas eu de seconde vague ou de troisième vague, tout simplement parce qu'on est toujours dans la première et que la première vague n'a jamais, n'est jamais redescendue. Donc, en fait, on est dans un moment qui est assez étrange. Parce que finalement, depuis quelques mois, il n'y a plus d'état d'exception, puisque la Cour constitutionnelle a limité l'état d'exception. Et donc, du coup, il n'y a plus d'état d'exception, il n'y a plus de couvre-feu. Et finalement, on est dans un moment un peu de... Enfin, donc, on reste avec beaucoup de cas, le système sanitaire est complètement dépassé, que ce soit le sanitaire, le système public ou privé. Mais on est finalement avec un gouvernement qui ne gouverne pas. C'est assez étrange, qui ne gouverne pas, qui finalement est là pour annoncer les chiffres du nombre de contaminés, du nombre de morts. Mais finalement, il laisse chaque ville prendre ses propres mesures. Alors, c'est assez étonnant. Et en même temps, finalement, la gestion de la crise jusqu'à maintenant a été une gestion très autoritaire. Non, finalement, on interdit. Alors, vous êtes interdit de sortie, vous êtes interdit de ça, vous êtes interdit de ça, interdire, interdire, interdire. C'est un peu le mot-clé, c'est interdire, tout interdire, au lieu de finalement faire d'autres, enfin, faute de faire d'autres politiques publiques, d'investir dans la santé, de faire des suivis des cas, enfin bon, etc., de faire des tests. L'Équateur est un des pays où il y a eu le moins de tests par habitant au monde. Bon, donc du coup, voilà, on est dans un moment assez étonnant. Par contre, le gouvernement gouverne pour appliquer les politiques d'austérité. Alors, Mathieu, je te coupe, juste on y reviendra effectivement pour parler du contexte économique dans lequel se déroule cette élection. Juste, je voulais te demander, est-ce que ça affecte pas finalement aussi la campagne électorale? Je pense que tout ce que tu viens de dire va avoir un écho, en tout cas à ceux qui nous écoutent en Europe, sur les différentes gestions un peu autoritaires de la pandémie. Est-ce que ça a affecté la campagne électorale comme telle? Oui, ça affecte forcément le Conseil national électoral, le CNE, a pris des mesures justement pour, par exemple, interdire les concentrations, les meetings, non, les meetings électoraux. Ils sont interdits. Bon, et puis après, il y a des candidats qui ont été contaminés pendant cette campagne, dont
le principal, celui qui est en tête, hein, Andrés Arauz, on y reviendra. Mais du coup, ça affecte forcément. Et en plus, mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que malgré la pandémie, malgré finalement toutes ces restrictions, les candidats ne changent pas leur manière de faire campagne. C'est-à-dire qu'on assiste toujours à ces grandes caravanes. Du coup, il n'y a plus de meetings, mais il y a ces grandes caravanes, il y a des réunions avec les associations, les organisations de quartier, avec des gens, etc. Et du coup, bon, on voit un peu plus de présence sur les réseaux sociaux, mais c'est une présence très… il n'y a aucune créativité derrière. Enfin, il n'y a pas de nouvelle manière de faire campagne. Non, donc on va utiliser TikTok parce que TikTok, c'est à la mode. Mais du coup, ils utilisent TikTok d'une certaine manière, c'est-à-dire ils vont danser sur TikTok, ils vont faire des blagues sur TikTok, mais du coup, ils n'utilisent pas TikTok pour justement présenter un programme, présenter quelques idées. Enfin, TikTok, c'est pas seulement un mécanisme, un outil de communication. Oui, c'est un vecteur de communication, en tout cas. C'est un vecteur de communication. Chez les jeunes, en tout cas, c'est très populaire. C'est un outil de communication, mais ce n'est pas seulement un outil de communication pour dire, bon, ben, on est sympa, on fait la fête et on est drôle, quoi. Ce n'est pas seulement ça, TikTok. C'est un outil de communication qui, d'ailleurs, a servi, par exemple, au Pérou pour diffuser tout le mouvement qu'il y a eu au Pérou il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et donc, justement, donc tu parlais, enfin, tu avais fait référence à la situation aussi économique. Donc, tu disais que le gouvernement ne gouvernait pas pour le bien-être sanitaire des Équatoriens, mais qu'il applique quand même certaines mesures économiques. Dans quel contexte économique va se dérouler cette élection? Bon, bah, du coup, en fait, alors, la crise économique est présente crise économique et sociale depuis 2 ans, non? Le gouvernement de Lénine Moreno, qui normalement était entré pour poursuivre les politiques de la révolution citoyenne de Rafael Correa, a fait complètement le contraire, a fait le contraire de son programme et s'est aligné sur les politiques néolibérales et a signé un accord avec le Fonds monétaire international, non, pour avoir des emprunts. Donc, du coup, depuis 2 ans, Lénine Moreno et son gouvernement appliquent les mesures du FMI qui, finalement, n'ont pas, même si maintenant ils essayent de montrer un visage humain, un visage un peu social, on va dire, bon, dans leur communication, ils vont dire que ces mesures, c'est pour lutter contre la pauvreté. Mais au final, ça n'a pas trop changé par rapport… les politiques en tant que telles, pas la communication, les politiques en tant que telles n'ont pas trop changé par rapport aux années 90. Non, c'est austérité, de privatisation des entreprises publiques, austérité au niveau des fonctionnaires, donc on vire beaucoup de fonctionnaires. Je crois que là, on a viré plus de 30 000 ou 50 000 fonctionnaires, je ne sais plus quel est le chiffre officiel. Donc voilà, enfin, et après l'indépendance de la Banque centrale, enfin, la flexibilisation des conditions de travail, des conditions d'emploi, etc., etc. Donc finalement, on reste sur le même schéma des années 90, du consensus de Washington. Il n'y a aucune nouveauté. Donc le gouvernement applique ça en Équateur, et c'est pour ça qu'il y a eu une grave crise sociale en octobre 2019, avant la pandémie, où là, justement, le mouvement indigène, qui jusque-là, une partie gouvernait avec Moreno, est descendu dans la rue, et il y a eu 13 jours ça a commencé avec des syndicats de transport, et après, le mouvement indigène a repris le flambeau. Mais du coup, il y a eu 13 jours de mobilisation populaire très forte qui a, sur un point très précis d'une mesure que voulait le FMI, qui était l'élimination des subventions, des subsides à l'essence, non? Oui. On s'en rappelle, il y a eu une répression terrible, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. 11 morts, plus de 1000 blessés, plus de 1000 arrêtés. Finalement, on pourrait peut-être… Juste pour
Parce que ça, c'est important, en fait, parce que, bon, souvent, on a l'impression que les répressions en Amérique latine, il y a toujours des morts. En Équateur, non. Donc, avoir 11 morts dans une mobilisation, c'est exceptionnel. Il fallait remonter quand même au début des années 2000 et avant, dans les années 90, pour avoir un mort ou 3 morts dans une mobilisation. Donc, c'est exceptionnel. 11 morts, c'est pas n'importe quoi. Oui, et on pourrait penser justement que, cette répression, plus la gestion de la pandémie, plus le fait quand même, il faut reconnaître ça à Lénine Moreno, puisqu'il a fait quand même plus fort que François Hollande sur la fin de son mandat, puisque je crois, en ayant vu quelques sondages, qu'il est à 8% de popularité, donc encore moins que François Hollande à la fin de son mandat. On pourrait penser que finalement, ça pourrait favoriser électoralement une certaine gauche, ou en tout cas que ça pourrait favoriser le candidat mis en place, en tout cas promu par la Révolution citoyenne. Et finalement, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Est-ce que tu pourrais, on va faire un petit balayage un peu des 3 principaux candidats, en commençant par celui qui est en tête, donc Andrés Araúz, si ma mémoire est bonne, que tu as bien connu en plus. Est-ce que tu peux nous présenter un peu qui est ce jeune économiste qui a pris finalement les rênes électorales, le devant de la scène pour le prochain processus électoral en Équateur? Oui, peut-être pour compléter, je pense que, et justement pour montrer que tout n'est pas si évident, peut-être pour compléter justement ce contexte, avant de présenter le candidat du choréisme, de la Révolution citoyenne, il faut voir que depuis 4 ans, en plus, Lénine Moreno et son gouvernement se sont vraiment alignés sur l'opposition. Donc, il y a une convergence, il y a ce qu'on appelle un bloc de pouvoir entre gouvernement, médias, tout ce qui est les syndicats, les patrons, on va dire, las cámaras, non? Oui, c'est ça, les chambres de commerce et les représentants du patronat. Voilà. Tout le patronat, tous les médias, etc. Il y a vraiment un bloc de pouvoir qui est très fort, avec la grande bourgeoisie, etc. Et qui, depuis 4 ans, vraiment, utilisent tout ce qui est en leur pouvoir pour disons, disqualifier tout ce qui s'est passé les 10 années auparavant, non, les 10 années de révolution citoyenne. Donc, bon, alors c'est tout ça pour dire qu'on est dans une situation où on est dans une grave crise économique, sociale, sanitaire, mais il y a aussi une crise institutionnelle, c'est-à-dire que à travers des discours il faut réinstitutionnaliser l'Équateur et donc détruire tout ce qui a été fait pendant la Révolution citoyenne, ils ont changé toutes les institutions. Et on se retrouve dans des situations où cette réinstitutionnalisation, on donne des choses au niveau électoral, donc je rentre de nouveau dans le contexte électoral, des luttes entre, par exemple, le Conseil national électoral et le tribunal contentioso électoral, le tribunal des disputes électorales, on va dire, des conflits électoraux. Donc, normalement, le CNE, c'est l'organe administratif qui organise les élections, les règles, etc. Et le tribunal, c'est l'organe juridique. Il y a un organe, on va dire, exécutif qui est le CNE qui prend les décisions pour organiser les élections. Et il y a aussi un pouvoir judiciaire électoral auquel doit évidemment soumettre le pouvoir électoral. On est arrivé à un tel point que pour le moment, on ne sait même pas quel est vraiment. Enfin, si, il faut un peu les aveugles, mais en gros, on ne sait même pas le bulletin de vote définitif. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui, normalement, même au niveau même l'ONU, c'est présent pour défendre ses droits, qui est un grand bourgeois entrepreneur nobois, un bananier, et on ne sait toujours pas s'il va participer ou pas. On est à 3 semaines des élections, la campagne a débuté depuis 2 semaines. Bon, tout ça pour dire, et en plus, ce tribunal un juge a proposé en fait
la destitution de 4 des 5 membres du Conseil national électoral. Donc, il y a un conflit là où, bon, pour une fois, on ne peut pas dire que c'est de la faute des choristes parce qu'ils sont complètement absents du conflit. Donc, il y a un conflit dans cette nouvelle réinstitutionnalisation qui est assez étrange et qui fait que finalement, les règles électorales changent quasiment chaque semaine. Il y a des nouvelles règles. Enfin, voilà. Bon. C'est important que tu mentionnes ça parce qu'effectivement, on est à 3 semaines des élections, il y a des incertitudes, il y a des questions. Tu parles de réinstitutionnalisation. Là, ça serait un débat, mais on ne va pas peut-être ennuyer nos auditeurs. Moi, je pense que c'est plus peut-être une désinstitutionnalisation. Peut-être un des grands succès de la Révolution citoyenne avait été justement de réinstitutionnaliser l'Équateur, de reconstruire un État qui avait été délabré. Et là, effectivement, on a vu d'une part l'utilisation de la justice à des fins politiques dans plusieurs épisodes que d'ailleurs je vous invite à revoir dans l'analyse que nous avons faite à ce sujet. Nous la mettrons bien évidemment en lien. Mais il y a effectivement des affrontements. Le fait que Álvaro Noboa, donc, comme tu dis, qui est un grand bourgeois producteur de bananes et finalement d'un capitalisme productif, mais de droite, et finalement rentre aussi en confrontation avec le candidat de droite qui normalement devrait être, que les médias poussent à être le successeur de Lénine Moreno et qui lui représente le secteur financier puisqu'il est banquier. Donc il y a énormément d'enjeux là-dessus. Est-ce que tu peux justement approfondir un peu sur ces enjeux? Oui, alors juste pour revenir un peu à les questions institutionnelles, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, pas non plus… L'opposition a utilisé aussi a utilisé des arguments que les choréistes eux-mêmes ont mis en place, c'est-à-dire il ne faut pas non plus se mentir, sous la Révolution citoyenne, les institutions ont été contrôlées par des gens qui étaient proches de Correa. Bon, donc du coup, les erreurs de la Révolution citoyenne ont été utilisées par l'opposition pour finalement tout changer en sa faveur, sauf qu'ils avaient tout pour, entre guillemets, bien le faire et ils l'ont vraiment mal fait. Bon, mais passons, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, parce qu'il ne me semble pas non plus que dans les élections précédentes ou sous le pouvoir donc, de Rafael Correa, il y a eu autant de persécutions et de volonté d'empêcher des candidats de participer. C'est vrai, mais il y a eu de la persécution des acteurs sociaux. Et ça, il ne faut pas non plus sous silence, il me semble qu'il faut le dire, non ? Il y a eu des poursuites judiciaires contre des acteurs sociaux d'opposition. Donc, bon, ça existe. Les conflits socio-environnementaux au niveau local, il y a eu beaucoup de persécutions, ça existe. Et il ne faut pas le passer sous silence. Donc, disons, certaines erreurs de la Révolution citoyenne est revenue en boomerang et du coup, ils ont plus ou moins viré tous les gens qui étaient à la tête des institutions publiques. Bon. Mais pour revenir à la différence, bien entendu, le candidat, disons, de la droite, c'est Guillermo Lasso, non, c'est la 3e fois qu'il se présente. C'est disons que c'est le candidat le plus connu, qui a l'appui d'une grande partie des patrons et qui représente le secteur financier. Le secteur financier, en plus de Guayaquil, ce qui est encore un autre type de bourgeoisie, et du coup, Álvaro Noboa, on a vu dans les sondages de manière assez étonnante que Álvaro Noboa devenait un candidat sérieux. Donc du coup, au début, Álvaro Noboa a dit non, je ne vais pas me présenter. Quand il a vu que dans les sondages, il commençait à voir une possibilité d'être au second tour. Du coup, il a dit bon, je me présente. Mais bon. Pour la 5e fois, non, si ma mémoire est bonne, non? Il me semble que c'est la 4e ou 5e fois. Et sachant que les dernières fois, il avait fait autour de 1%, quoi, 1 ou 2%. Donc c'est assez étonnant, en fait. Álvaro Noboa, en fait,
se présente comme un grand entrepreneur qui sait comment créer de l'emploi et qui ne va pas tomber dans la corruption parce que de toute façon, il est multimillionnaire. C'est l'homme le plus riche d'Équateur. Donc, du coup, lui, la corruption, il n'en a pas besoin. Non, ça, c'est son discours, hein, évidemment. Oui, après, évidemment, oui. dans ces entreprises de bananes, d'exportation de bananes, évidemment, les conditions de travail ne sont pas vraiment en règle. Enfin, ils ne respectent pas des conditions de travail dignes. Voilà, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas, etc. Ils ne payent pas d'impôts. Bon. Mais du coup, la manière de se présenter, et en plus, il est assez connu parce que c'est un gars qui fait des choses, on va dire, pas très, très intelligentes, mais du coup, tout ce qu'il fait, en fait, est transformé en mème, non? Et donc, du coup, il est connu comme le candidat sympathique, non? Ce petit candidat rigolo qui, en plus, ne va pas répondre à la corruption, qui est quand même, qui est vraiment la corruption qui est assez forte en Équateur. Il y a quand même eu même des cas de corruption pour les médicaments au milieu de la pandémie, pour les sacs, pour les morts au milieu de la pandémie. Bon, oui, l'horreur. C'est vraiment, c'est dégueulasse. Hein. Bon, donc du coup, tout ça, ça a quand même quelque chose, enfin, ça ronronne dans la tête des électeurs ici et électrices. Donc du coup, voilà, enfin, il faut pas laisser... Surtout que les banques n'ont pas perdu pendant la crise sanitaire. Donc, on voit, c'est un euphémisme. Donc, Lasso, donc Guillermo Lasso, que tu as mentionné, donc candidat du secteur financier, qui est lui-même banquier, du coup, il y a aussi cette image qui lui colle à la peau. Ils ont eu 200 millions de bénéfices, hein, enfin, qui vont directement dans leur poche, quoi. Donc, bon, les banques, non, c'est un des rares secteurs qui n'est vraiment pas, qui n'est pas en crise. Hein. Bon, mais tout ça pour dire que finalement, le conflit pour représenter la candidature de droite, il est là. Et l'ASSO, en plus, qui a fait une alliance avec Jaime Nebot, l'ancien maire de Guayaquil, qui est vraiment le personnage historique du Parti social chrétien, la droite dure, néolibérale dure. Donc, du coup, eux, les deux contrôlent le Conseil national électoral. Donc voilà, donc le Conseil national électoral empêche Noboa de s'inscrire et le tribunal électoral dit non, il doit s'inscrire en suivant en plus les recommandations de l'ONU. Bon, pour le moment, on est dans un néant, un flou total et je pense qu'on n'aura pas l'inscription puisque Noboa pourrait empêcher l'assaut d'être au second tour. Donc voilà, on en est là, voilà, deux des candidats de droite, mais on est en train de parler, et là on va rentrer dans un peu l'analyse finalement, malgré les conditions, non les conditions vraiment extraordinaires de la candidature du coréisme. Il faut rappeler que depuis, comme toute la partie qui a suivi Rafael Correa dans la scission au moment avec Lenín Moreno, qu'on appelle le coréisme, ils ont dû changer 3 fois de parti, non? Oui, donc je renvoie encore une fois à la vidéo que nous avons fait sur ce sujet où nous expliquons toute la chronologie de ce type de persécution judiciaire ou institutionnelle. Bon, ça c'est important au niveau électoral parce qu'ici, les partis ont une couleur et un numéro. Donc, les candidats, finalement, sont associés à un numéro, non? Avant, Alianza País, le numéro 35, avec la couleur verte. Et maintenant, donc, bon, les élections de 2019, ils étaient avec le numéro 5, il y a eu d'autres couleurs, et avec un autre parti. Maintenant, ils sont avec le numéro 1. Et donc, du coup, bon, cette association des numéros est super importante puisque ça participe à la connaissance, disons, au niveau de l'élection. Bon, maintenant, il n'y a plus autant d'analphabétisme qu'avant, mais du coup, ça, bien entendu, c'est important le numéro. Et oui, c'est pour ça, hein, il faut revenir aussi. Alors, ce n'est pas propre à l'Équateur. Dans d'autres pays d'Amérique latine, les partis est associés à des couleurs et des numéros, puisque il y a, notamment dans les campagnes, les gens ne savant pas lire le nom du candidat pouvaient se repérer par rapport à la couleur au numéro. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en venir justement au choix de ce candidat et qui est-il? Parce qu'il est jeune déjà.
par rapport à Guillermo Lasso, qui lui est d'un certain âge. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient Andrés Araúz et ton analyse sur le choix de cette candidature? Andrés Araúz, oui, il est jeune, il a 37-38 ans. Hein. Andrés Araúz, c'est un cas typique de ces jeunes qui sont rentrés en politique et qui sont rentrés à l'intérieur de l'État, on va dire, comme fonctionnaires, pendant la Révolution citoyenne. Donc, en fait, c'est ce qu'on appellerait un technocrate. Non? Andrés Araúz, c'est un technocrate qui, après, a occupé différents postes au sein du gouvernement et qui est monté petit à petit avec ses mérites. Hein. Oui, c'est important, parce que technocrate, c'est généralement, il y a une connotation très négative, mais c'est un technocrate méritant. Hein, c'est quelqu'un aussi de très efficace, de très efficient. J'utilise pas technocrate de manière péjorative. Hein. Non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est vraiment formé au sein de l'État, ce qui n'est pas courant en Équateur. Qui s'est formé au sein de l'État, c'est un économiste très, très bien formé. Hein. D'ailleurs, il était en train de faire son doctorat d'économie au Mexique, à la UNAM. C'est un économiste qui de gauche, hétérodoxe, qu'on appelle les économistes hétérodoxes, non? Et qui s'est formé au sein de la Révolution citoyenne et donc qui, petit à petit, est monté. Il a été vice-ministre à la Semplades, au ministère de la Planification et du Développement. Après, il a été ministre comment ça s'appelait, de la connaissance et du talent humain. Et oui, c'était un organisme, un ministère qui chapeautait tout ce qui était de l'éducation supérieure, de la technologie et finalement, voilà, du développement de l'Équateur par cette voie, par la voie de la connaissance. Depuis que la Révolution citoyenne n'est plus au pouvoir, pendant ces 3 dernières années, il a consacré son temps à ses études, mais aussi à une petite association qui s'appelle l'Observatorio de la Dolarización, l'Observatoire de la dollarisation, non? Pour voir comment les politiques néolibérales, surtout monétaires, très peu de politique monétaire en Équateur, parce que la dollarisation fait que très peu de politique monétaire, mais en tout cas, comment ces politiques néolibérales mettaient en danger la dollarisation. Non? Bien entendu, sortir de la dollarisation aujourd'hui, ça serait catastrophique au niveau social et économique pour l'Équateur. Petite parenthèse, la monnaie nationale de l'Équateur, c'est le dollar des États-Unis. Pour ceux qui ne savaient pas, je précise quand même. Oui, pardon, oui, il faut préciser. Oui. Donc voilà, il s'est consacré à ça et il a été nommé. Alors ça, c'est une autre des caractéristiques des élections en Équateur, c'est que normalement, il y a une obligation depuis quelques années de faire des primaires à l'intérieur des partis. Il n'y a aucun parti qui a fait des primaires en Équateur. Aucun. C'est en gros, la direction nomme et après, ils vont voir les militants et ils disent « Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, les primaires sont faites. » Rafael Correa a nommé Andrés Araúz et voilà, ça a été après... puisque Rafael Correa est interdit de s'inscrire après toute la persécution politique et surtout l'accélération d'un procès qui s'est fait en moins de 6 mois. Un procès super complexe qui s'est fait en moins de 6 mois avec premier procès, l'appel, la cassation, etc. Oui, encore une fois, nous vous invitons à revenir sur cette vidéo. Mais c'est quand même bizarre parce que je dirais que il y avait des cadres de la révolution citoyenne qui étaient, on va dire, plus en vue que Andrés Araúz, non? Alors que certains ont dû aussi s'exiler sous le poids de la persécution, mais d'autres pas forcément. Et donc, effectivement, ce choix de nommer ce jeune économiste a pu surprendre plusieurs observateurs. Et puis, surtout, il y a le fait qu'il n'était pas très connu politiquement, puisque, comme tu l'as dit, c'était un homme d'État, mais ce n'était pas un homme de parti, ni un homme électoral. Donc, à ton avis, pourquoi justement ce choix sur Andrés? Sa nomination a vraiment créé quelques tensions, d'ailleurs, au sein des militants du mouvement coréiste.
Oui, il y avait. Alors, le choix, moi, je pense qu'il est assez simple, hein. Il voulait un jeune, bon, coréen en plus, économiste, non, pour régler la crise économique, un jeune économiste, et de confiance pour pas renouveler l'expérience de Lénine Moreno. Évidemment, le traumatisme. Oui, oui, non, non, mais oui, 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 c'est vraiment, c'est ça, hein. Et en plus, Andrés Arauz n'a pas eu de poursuite de la part de la Cour des comptes équatorienne, non, qui est en fait un peu l'organe de persécution qui après envoie à la justice tous ces rapports. Bon, mais du coup, finalement, Andrés Arauz arrive avec une image un peu de personne clean, on va dire, au niveau poursuite judiciaire. Mais par contre, et ça c'est important aussi, il est inconnu, quoi. C'est-à-dire même encore dans les sondages, on voit que le niveau de connaissance est assez bas pour un candidat. Oui. Et du coup, la campagne maintenant se fait en gros, Correa, Arauz, c'est Correa. Donc, il y a l'image de Correa tout le temps, présente tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui fait que finalement, à un moment, pas pour ceux qui suivent la politique, mais pour les personnes qui sont un peu éloignées, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent croire que Correa, c'est le candidat, quoi. Écoute, là on va… Oui, ben justement, avant d'analyser ça et puis de donner quelques chiffres des sondages pour pas que les personnes qui nous écoutent soient un peu larguées, je dirais, on va passer aussi au troisième candidat qui est quand même, je dirais, l'outsider un peu de cette campagne électorale, puisqu'il s'agit donc de Yaku Pérez, qui a été donc nommé par le parti indigène Pachakutik. Ça s'est fait d'ailleurs avec quelques remous au sein du mouvement indigène. Je parle avec euphémisme, évidemment. Je t'ai vu sourire et grogner un petit peu. Là, ce n'était pas l'ordinateur le ventilateur de l'ordinateur. Donc, est-ce que tu peux, là, pour le coup, nous présenter un petit peu Yaku Pérez, parce que eh bien, il est au coude à coude avec le banquier Lasso dans les sondages. Donc, c'est pas… Et puis, il vient aussi on en parlera certainement, mais il vient, on va dire, d'une tendance politique qui jusqu'alors était cantonnée à une certaine marginalité et qui, là, ne l'est plus. Donc, qui est Yaku Pérez et comment analyses-tu le développement de sa campagne? Alors, Yaku Pérez, il s'est fait connaître pour la défense de l'eau, non? D'où d'ailleurs son nom qu'il a changé. Yaku veut dire eau en quichua. Vous appelez Carlos avant, il a changé donc son nom. Oui, moi, je ne rentre pas là-dedans parce que je ne trouve pas ça très, 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 très important. Non, mais c'est important. Je veux dire, il y a une dimension symbolique dans le fait de changer son nom avec O en quechua, c'est aussi symbolique. C'est un dirigeant social qui, peu à peu, depuis les années 2000, est monté un peu dans les échelons du mouvement indigène. Il a été président de la Ecuarunari, qui est la filiale… qui est l'organisation régionale des Andes de la CONAIE. Il a été aussi dirigeant d'une autre organisation plus régionale qui est la CAOI, qui est l'organisation des indigènes d'Amazonie. Donc, du coup, c'est un dirigeant indigène et qui s'est fait connaître pour son opposition à la révolution citoyenne pendant les 10 années de révolution citoyenne, non? Et surtout pour sa défense de l'eau et contre l'exploitation minière dans sa province de la Suay où se situe Cuenca, qui est la troisième ville. Et puis pour des différences fondamentales sur la notion d'État aussi. Je crois que c'est important de le souligner. Oui. Mais du coup, voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître comme ça et qui s'est présenté en 2019 à la province pour être préfet de la province d'Azuay. Et à la surprise générale, il a gagné. Il a gagné en plus avec une certaine différence, quoi. Il avait fait 30% et le deuxième, je crois, arrivait à 20%. Bon, il y avait une certaine différence, donc il a gagné avec une campagne basée sur l'eau surtout, mais avec beaucoup de présence dans les territoires. Non ? Ça, c'est important.
Et depuis, il s'est positionné comme quelqu'un de présidentiable. Alors, par contre, en plus, il bénéficie, et ça c'est important pour comprendre un peu les tensions qu'il y a dans le mouvement indigène, il bénéficie bien entendu un peu de la résurgence du mouvement indigène lors des mobilisations d'octobre et de la bonne image du mouvement indigène après ces mobilisations. Alors évidemment, dans les secteurs bourgeois, le mouvement indigène a une sale image, mais dans d'autres secteurs, si, le mouvement indigène avait une très bonne image. Mais ce qu'on va appeler l'esprit d'octobre, est incarné plus par deux autres dirigeants, Jaime Vargas, qui est le président de la CONAIE, et Leonidas Issa, qui est un dirigeant d'une province du Cotopaxi, d'une organisation indigène de province de Cotopaxi, et qui est vraiment qui a surgi au niveau national pendant ces mobilisations. Et on va dire que Leonidas Issa représenterait plus le secteur indigène marxiste, on va dire, qui parle avec des notions de classe sociale, qui parle et en plus intègre les représentations de l'identité indigène là-dedans, alors que Yacu Pérez est bien plus du secteur ONG, non? Il est appuyé à fond, autant ils étaient présents à la préfecture de la Souaille, mais maintenant dans la campagne, ils sont à fond dedans, par Action Ecologica, par diverses ONG écologistes qui sont aussi présentes au sein du mouvement indigène. Et il y avait un troisième secteur, des dirigeants plus anciens, Lourdes Esteban, etc., qui un peu représente le secteur de droite, on va dire, pour parler rapidement, le secteur de droite du mouvement indigène. Rapidement, mais franchement. La tension ici, c'était en gros, Leonidas Issa avait de très bons chiffres dans les sondages, et du coup, c'était entre Leonidas Issa, Jaime Vargas et Yacu Pérez. Pachakutik a choisi le mouvement politique indigène au sein duquel fait partie la CONAIE. Pachakutik a choisi, le Conseil national de Pachakutik a choisi Yacu Pérez comme candidat, ce qui a fait provoquer beaucoup de tensions, et notamment la CONAIE, à un moment, a dit on ne participera pas aux élections. Et Jaime Vargas, d'ailleurs, a dit on va se concentrer sur la structuration de nos bases, etc. Et on voit que Vargas et Issa, pour le moment, ne sont pas du tout dans la campagne. Alors peut-être qu'ils sont présents sur le terrain, ça, je le dis franchement, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas présents au niveau national, dans les médias, etc., dans la campagne. Ils n'accompagnent pas le candidat, etc., etc. Et la deuxième source de tension au sein du mouvement indigène, c'est quand Yacu Pérez a voulu nommer sa vice-présidente. Ah oui, très important, très très important. Ah bah oui, non mais c'est très important. Après, je vais un peu affiner mon analyse de Yacu Pérez. Yacu Pérez a nommé une femme de la grande bourgeoisie de Guayaquil, néolibérale, qui voulait privatiser la sécurité sociale, toutes les entreprises publiques, etc. Et céder les Galapagos, quand même, c'est pas rien. Oui, en plus, oui. Et du coup, ça a déclenché tout un... Là, oui, la candidature de Yacu était vraiment en danger. C'est-à-dire que le mouvement indigène a failli exploser, là. Et du coup, Yacu a reculé. Enfin, officiellement, elle s'est réunie avec les dirigeants de la CONAIE. Elle a vu que finalement, ils n'avaient pas les mêmes idées. Oui, évidemment, ils n'avaient vraiment pas les mêmes idées. Où elle a reculé. Bon, et du coup, il a mis un certain temps pour nommer sa vice-présidente, puisque Yacu Pérez est aussi beaucoup dans le symbolisme. Hein. Donc, du coup, il faut une femme, en plus de Guayaquil, puisque lui, il est de la Sierra. Donc, de la montagne. Donc, il y a un certain régionalisme. Voilà, il y a un grand régionalisme en Équateur entre la région de jungle ou amazonienne, la montagne qui traverse le pays du nord au sud, et puis ensuite la côte.
de l'autre côté, y compris d'ailleurs avec des différences ethniques très marquées entre ces différentes régions. Donc voilà, donc du coup, il a nommé quelqu'un qui est un peu moins néolibéral, mais enfin, c'est pas non plus quelqu'un de gauche, mais qui faisait un peu plus, qui était un peu moins clivante, on va dire. Mais pour moi, Yacoub Pérez, c'est vraiment, finalement, on a du mal un peu à savoir ce qu'il va faire. C'est-à-dire que, Andrés Arauz, on sait ce qu'il va faire. Il va appliquer le programme de la Révolution citoyenne, qui est en gros une certaine modernisation du capitalisme d'État et des politiques sociales, etc., etc. De redistribution, etc. De redistribution, etc. Bon. L'assaut, on sait très bien ce qu'il va faire. Il va poursuivre les politiques néolibérales, peut-être même les renforcer de Lénine Moreno, avec l'aide du FMI, etc. Ces deux candidats, on sait ce qu'ils vont faire. Yacoub Pérez, on ne sait pas trop, en fait. Et personne ne sait vraiment comment le qualifier. Alors, pour moi, en fait, Yacoub Pérez, il se positionne dans sa campagne, et ça, ce n'est pas seulement depuis cette campagne-là, mais depuis la campagne pour la préfecture de la Souaille en 2019, il se présente finalement comme un candidat, ce qu'on appellerait post-politique. Non ? Post-politique dans le sens… Explique-nous ça. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je ne suis ni capitaliste ni socialiste. Je suis communautariste, mais dans le sens communauté indigène, hein, pas dans le sens qu'on l'entendrait en France. Non ? Mais il y a déjà eu des exemples comme ça. On se rappelle de Mauricio Rodas, des stratégies d'Uran Barba, justement, qui avaient permis la victoire à la mairie de Quito. Donc, je ne me mets pas dans les conflits. Donc, si je vais faire une interview à un journal dont le public est plutôt gauche, urbaine, etc., je vais avoir un certain discours un peu anti-extractiviste, de retour vers les paysans, de mettre en priorité l'agroécologie, un référendum pour savoir si on va continuer l'exploitation minière, etc. S'il va parler dans une réunion avec des entrepreneurs, alors là, tout le discours, ça va être sur l'austérité, non ? Oui. Les fonctionnaires, il veut diminuer le nombre de députés, il veut privatiser, il veut éliminer l'agence nationale pour les véhicules, quoi, en gros, je ne sais pas comment on dit, mais l'Agencia Nacional de Tránsito. La police routière et tout ce qui a trait à la régulation du système routier, en tout cas exactement, la sécurité routière, etc. Donc ça, il veut l'éliminer. Il veut éliminer le conseil de participation et de participation citoyenne. Et qui nomme certains pouvoirs en Équateur, c'est bon de le préciser aussi, et qui est d'ailleurs constitutionnel, il me semble, ce pouvoir. Oui, donc il y aurait une réforme constitutionnelle sous cette… Tout ça, c'est par référendum. Hein. Oui. Et après, il a même un discours avec ces secteurs-là, ce qui est finalement assez coréiste d'ailleurs, il a dit une fois, il faut profiter de l'extractivisme pour sortir de l'extractivisme. Oui, alors ça, c'était effectivement un discours qu'on entendait lorsque la Révolution citoyenne était, c'est-à-dire utiliser les ressources pour, dans le cas de l'Équateur, promouvoir le talent humain et la connaissance. Hein, c'était le grand pari de l'Équateur et pour pouvoir avoir une plus-value intellectuelle. Je voulais juste aussi… Pour conclure, en fait, c'est une personne dont on ne sait pas trop exactement ce qu'il va faire. C'est vraiment post-politique, c'est très vague, on évite le conflit, on ne se positionne pas sur les grands thèmes conflictuels, non, on se met entre deux, ni droite ni gauche, ni. Alors, je voudrais juste… Peut-être, pour ne pas passer non plus la plupart du temps à parler de cette candidature outsider, je crois qu'il est bon aussi de préciser des choses qui peuvent paraître surprenantes
puisque comme tu l'as toi-même dit, en tout cas, il s'est fait connaître comme étant un défenseur de l'eau. Il y a quelques semaines, dans un discours devant ses partisans, il a proposé de ne plus exporter de pétrole pour l'Équateur. Donc l'Équateur est un pays pétrolier aussi, de ne plus exporter de pétrole, mais d'exporter des barils d'eau. Donc en fait, il y a une certaine marchandisation, d'acceptation de la marchandisation de l'eau au moment où elle commence à être cotée à Wall Street, ce qui est évidemment peut-être surprenant. Alors je ne sais pas pour le coup à qui il s'adressait quand il a dit ça. Et puis on a vu aussi une interview où il proposait de lever les impôts sur les transferts de dollars à l'étranger. Comme l'Équateur a $1 pour éviter les fuites des capitaux, lorsque vous faites une transaction dans un autre pays, vous payez un impôt pour éviter que tous vos dollars, évidemment, se retrouvent sur des comptes dans des pays étrangers. Et là, chose assez risible, c'est que le journaliste lui a quand même fait remarquer que c'était aussi dans le programme du néolibéral Lasso. La réponse a été assez rigolote, puisqu'il a répondu « Oui, mais Lasso le propose avec le portefeuille, moi je le propose avec le cœur ». Bon, on voit là en tout cas que, comme tu dis, il y a un peu de tout, cette candidature post-politique, le mot est bien choisi. Mais n'empêche que ça marche. N'empêche que ça marche. Puisque il est outsider, là, je pense qu'on peut commencer à parler des enquêtes pour finir là-dessus, conclure. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres des dernières enquêtes? Je sais que tu les as tous relus Bon, au-delà des chiffres, en tout cas pour le moment, Andrés Arauz est premier, avec une possibilité de gagner au premier tour, une possibilité. Hein. Bon, moi, c'est difficile en ce moment de faire des diagnostics, mais bon, il y a une possibilité. Combien il a, Andrés Arauz? Grosso modo, ça va sur quelle fourchette? Je ne sais pas, parce que ça dépend des sondages. Bon, je ne vais pas donner de chiffres, c'est pas, mais en tout cas, il est au-dessus, il est aux alentours de 25%, de 25%, mais bon, 25%. Alors, il faut faire attention. Bon, rapidement, les résultats en Équateur sont annoncés en vote valide, c'est-à-dire qu'on enlève les votes blancs et nuls. Et si un candidat a plus de 40% de votes valides au premier tour avec une différence de 10 points sur le second, il gagne au premier tour. Voilà. Alors que les sondages sont annoncés en vote totaux. Exactement. Blanc, nul, etc. Donc, quelque chose comme 25-28%, ça donne du 37% en vote valide. Voilà. Oui, parce que c'est très important aussi de préciser. On est proche des 40%. Que, alors, dans les sondages que j'ai pu voir passer, donc, nous avons Andrés Arauz qui est, on va dire, qui a une longueur d'avance sur les deux autres candidats, donc Lasso et Yacu Pérez, mais qui sont dans un mouchoir de poche entre 15 et 20%. Donc là, on voit bien. Du coup, il y a, en gros, Andrés Arauz est premier, malgré malgré tout ce qu'on peut reprocher, et en plus tout ce qui est fait au niveau des institutions publiques pour mettre des obstacles à cette candidature. Andrés Arauz est premier. Et le deuxième tour, en fait, la deuxième position se jouerait entre Guillermo Lasso et Yacu Pérez, sachant que Guillermo Lasso, il atteint un peu un plafond au niveau de ses voix, même s'il pourrait appeler à une union des voix de droite, enfin, même si en Équateur, on ne parle pas trop comme ça, mais en tout cas, il pourrait le faire. Du coup, mais il atteint quand même un plafond, ce qui est quand même assez étonnant. Enfin, ce qui veut dire qu'il est vraiment, enfin, que c'est pas un bon candidat et que surtout les Équatoriens ne veulent pas d'un banquier comme président. Et Yacu Pérez est troisième, mais en plus il est troisième, mais sur une pente ascendante. Donc en fait, finalement, la dynamique est en faveur de Yacu Pérez pour être au second tour. Donc il y a une possibilité que Yacu Pérez soit au second tour, mais c'est pareil, tout peut se passer. On a encore 3 semaines, un peu plus de 3 semaines de campagne. Bon, sachant que dans cette campagne, en plus, il y a d'autres acteurs qui pourraient rentrer en jeu, même si d'autres acteurs, je suis en train de penser aux médias, je suis en train de penser
aux producteurs d'opinion, on va dire, et c'est pas négligeable. C'est-à-dire si ils voient que la candidature de l'ASSO est vraiment en danger, ils vont pouvoir. Et en plus, les institutions publiques vraiment essayent de mettre vraiment tout en œuvre pour que Andrés Arauz au moins ne gagne pas au premier tour et qu'il ne gagne pas. Et oui, parce qu'il y a ce danger-là que si Andrés Arauz ne gagne pas au premier tour, évidemment, il y aurait une espèce d'alliance anti-révolution citoyenne. Tu as mentionné qu'effectivement, Yacu Pérez avait été un des opposants à la révolution citoyenne pendant la décennie précédente. L'ASSO, évidemment, hein, ça, c'est pas besoin de le préciser. Donc, il peut y avoir une alliance un peu bizarroïde, mais pour empêcher le retour de la révolution citoyenne. Il y a aussi quelque chose, moi, j'ai regardé dans à peu près tous les sondages, alors même s'il y a des différences entre l'un, l'autre, etc. En revanche, moi, ce qui m'a frappé, c'est le très fort taux de votes nuls et blancs qui tourne autour de 30-35%. Ce qui est assez important oui. Quand on sait que quand même les clivages politiques qu'il peut y avoir en Équateur et qui finalement, ces votes blancs ou nuls peuvent être aussi un réservoir pour tel ou tel candidat. En fait, c'est pour ça que je ne donne pas de chiffres, parce que je trouve que ça sert à rien. Tu les as quand même donnés. Non, mais je trouve que ça ne sert à rien, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que dans les sondages, on voit qu'il y a à peu près encore 30% des gens qui n'ont pas pris leur décision. C'est beaucoup. Oui, à 3 semaines des élections, c'est énorme même. Oui. Et en ce qui concerne les votes nuls et blancs, en fait, ces votes nuls et blancs avaient beaucoup diminué jusqu'en 2017. Non, avant 2006, avant la Révolution citoyenne, avant Correa, ces votes blancs étaient votes blancs et nuls. Quand on les additionnait, ça faisait entre 30 et 35%. Et ça avait diminué au niveau national jusqu'en 2017 aux alentours de 15-20% de votes blancs et nuls. Donc, il y a, disons, toujours des gens qui annulent comme ça parce que la politique ne les intéresse pas. Bon, l'analphabétisme aussi jouait vachement. Hein. Bon, faut voir aussi les… Alors, en Équateur, le bulletin de vote, ce n'est pas un bulletin pour chaque candidat, c'est une feuille comme ça avec la photo de tous les candidats. Non, ce n'est pas la même chose aussi, ce n'est pas la même manière de voter, disons. Donc, bon… les gens rentrent, et voient, on annule. Ou ils mettent en blanc. Bon, passons. Donc ça a toujours été un vote important. Mais ce qui est important, là, pour les résultats, enfin pour la campagne, c'est qu'il y a quand même encore une certaine incertitude de vote pour les gens, parce que finalement, finalement, cette campagne, au milieu de la crise de la pandémie, ne passionne pas. Et voilà, ça, c'est quand même étonnant. Avec un président à 8%, une crise économique et une crise sanitaire, et cette campagne ne passionne pas. On en revient évidemment à notre introduction. La campagne ne passionne pas. Les candidats, pour être très franchement francs, sont mauvais. C'est vraiment des mauvais candidats. Il y a eu un débat, enfin 2 débats cette semaine. En fait, il n'y a pas une culture de débat politique déjà. Donc, c'était chacun prenait la parole pour dire ses propositions. Or, en plus, c'est le plus radical de droite pour lutter contre l'insécurité, la peine de mort, le point de vie, bon, etc., etc. C'est vraiment une surenchère de radicalisme de droite horrible. Et en fait, finalement, il n'y a pas non plus… en fait, en gros, les autres candidats ne comptent pas beaucoup, mais en plus, il n'y a pas une grosse différence au niveau des programmes, à part justement entre Andrés Arauz, la Révolution citoyenne, et les autres candidatures, on va dire. Et un peu Yacu Pérez, là, qui est… on ne sait pas où il est, qui essaie en fait finalement de se situer entre les deux, mais on ne sait pas trop où il est. Donc voilà, il y a quand même un problème de débat, il y a un problème de proposition, et finalement, c'est une campagne qui n'arrive pas à décoller, je dirais. Non ? Même là, bon, par exemple, hier, quand j'ai pu prendre ma voiture, bon, je suis allé faire
je suis sorti et même dans les rues, enfin, on ne voit pas, par exemple, les panneaux publicitaires pour les candidats. Enfin, le seul qu'on voit, finalement, c'est l'assaut. C'est assez étonnant, en fait. C'est une campagne qui n'arrive pas à décoller, qui n'arrive pas à intéresser, malgré le fait, finalement, c'est quand même une campagne importante, puisqu'on est quand même en pleine crise pandémique, quoi. Et même la pandémie, qui devrait être le sujet principal de la campagne, quasiment personne n'en parle, quoi. C'est assez étonnant. Enfin, du coup, ça se concentre sur ou insulter Correa, ou faire des propositions, le port des armes. Enfin, voilà, c'est des petits. Finalement, on ne se concentre pas sur des débats, sur des vrais débats, quoi. Il devrait y avoir, enfin, des débats de société. L'Équateur, d'ici peu de temps, ne pourra plus exporter son pétrole. Donc, il faudra quand même le changer. C'est quand même une source de revenus pour l'État qui est assez importante. De changer la fameuse matrice productive qui était aussi un des thèmes de la Révolution citoyenne, avec effectivement plusieurs visions sur ce thème qui ont fait débat à l'époque. Et puis là, si, Yacoub Pérez, si, on parle un peu. Mais du coup, voilà, c'est assez étonnant comme campagne. Il n'y a pas de créativité. J'ai l'impression que les candidats, finalement, n'arrivent pas à parler à d'autres secteurs que leur propre secteur. Non ? C'est un peu s'enfermer, finalement, dans les réseaux sociaux et s'enfermer, finalement, dans ces petites bulles où tout le monde t'applaudit parce que, finalement, tu parles à ceux qui sont d'accord avec toi. Ce qu'on appelle le vote dur. Et effectivement, ce qui explique aussi d'ailleurs le nombre élevé de votes blancs ou en tout cas de gens encore indécis dans cette campagne. Exactement. Et finalement, un des enjeux finalement de la créativité de cette nouvelle manière de faire campagne, c'est comment on peut arriver à des secteurs de la population qui ne s'intéressent pas à la politique. Quand même la grande majorité des Équatoriens et Équatoriennes. Donc, qui ne s'y intéressent plus. Non, qui ne s'y intéressent pas et qui ne s'y est jamais intéressé, même sous la Révolution citoyenne. C'est des tendances structurelles de la société équatorienne qu'on voit depuis les années 80, depuis que c'est mesuré, quoi. Où entre 80 et 90% de la population ne se positionne pas sur l'échelle droite-gauche, n'a pas un intérêt pour la politique. Ce qui ne veut pas dire, après il faudrait définir ce qu'est la politique, bien entendu, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fait pas de la politique. C'est-à-dire quand elle revendique, par exemple, dans de meilleures conditions de vie dans leur quartier, elles font de la politique. Mais bon. Évidemment. Écoute, Mathieu, on va peut-être s'arrêter parce qu'on s'était dit qu'on partait pour une demi-heure. Évidemment, on n'a pas tenu notre parole, mais ça, on le savait déjà avant de commencer cette interview. Donc, il y a là déjà beaucoup de matériel. Évidemment, pour les gens qui nous regardent, j'espère que vous avez au moins un autre regard, un autre point de vue sur ce qui peut se passer en Équateur. Donc, beaucoup d'incertitudes. Mathieu, j'espère te voir dans quelques semaines à Quito. Je rappelle encore une fois que nous avons mis en place une cagnotte auquel nous vous invitons à participer pour couvrir évidemment les frais de voyage et que les deux rives soient présentes pour réaliser des reportages aux côtés du peuple équatorien. Mathieu, je te remercie. Merci à toi. Et puis, suivez-nous sur les deux rives. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo. Nous referons évidemment tout au long des semaines qui viennent et de cette date du 7 février 2021, plusieurs interviews, analyses et puis évidemment des reportages sur place dans 3 semaines. Merci beaucoup.